de Code que le président du Sénat envisage de désigner comme membre de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, en remplacement d'Hervé Gaucho, dont le mandat est arrivé à échéance. Je vous informe que cette désignation doit se conformer aux dispositions des 1er et 3e alinéas de l'article 4 de la loi du 30 septembre 86, qui précise que l'ARCOM comprend 9 membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles, statuant un bulletin secret à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. À l'issue de l'audition, nous serons donc appelés, mes chers collègues, à nous prononcer par un vote à bulletin secret sur cette candidature. Je n'insisterai pas, Madame Gentil, sur le rôle cardinal que joue l'ARCOM au sein du paysage audiovisuel français, qu'elle contribue largement à façonner quelques semaines seulement après l'annonce du renouvellement ou non de certaines autorisations de diffusion et d'une nouvelle numérotation des chaînes de la TNT. Je ne reviendrai pas non plus sur la diversité des missions qui lui sont confiées par la loi. Nous y avons largement participé ici dans cette Assemblée. Son nouveau président, Martin Hajdari, a eu largement l'occasion de développer ce point devant nous il y a quelques semaines. Je vous laisserai en revanche nous présenter durant une dizaine de minutes non seulement votre parcours, mais aussi vos motivations et votre vision de cette instance chargée de garantir dans notre pays la liberté de communication, le financement de la création audiovisuelle et la protection des droits. À l'issue de ce propos liminaire, je donnerai la parole aux membres de la commission qui souhaiteraient vous interroger, en donnant bien entendu la priorité à un représentant par groupe, ainsi qu'au rapporteur qui a été désigné, à savoir Cédric Vial. Après vous avoir précisé que cette audition était filmée et retransmise en direct sur le site internet du Sénat, je vais vous laisser à présent la parole pour donc ce propos liminaire d'une dizaine de minutes. Madame Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonjour. Tout d'abord, c'est un honneur et un plaisir, je dirais, d'être devant vous aujourd'hui. Alors, pour me présenter, j'imagine que vous regardez de temps en temps les écrans, même si tout le monde sait qu'il ne faut pas en abuser. Donc, vous avez dû remarquer que je suis journaliste depuis quelques décennies. J'ai d'abord été grand reporter prioritairement dans les zones de conflit, donc l'Afghanistan, l'Algérie, la Bosnie, l'Iran, l'Irak, le Liban, le Rwanda, la Russie, la Somalie. Je m'arrête là, c'est pas la peine de vous infliger la liste de tous les pays qui ont connu des catastrophes ces dernières décennies. Et puis j'ai ensuite été correspondante durant 16 ans, dans un premier temps en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis. Donc c'était un changement de vie radical, évidemment. Et à cette occasion, j'ai géré des équipes de différentes nationalités, ce qui apprend bien sûr à se confronter à la diversité et à faire de cette diversité une richesse et puis une force. Et puis enfin, il y a 3 ans, je suis devenue éditorialiste, spécialiste évidemment de l'international. Et c'est précisément ce parcours qui me semble résonner aujourd'hui en parfaite cohérence avec la possibilité, si vous me faites l'honneur de me désigner, de participer au collège de l'ARCOM, qui joue un rôle déterminant dans la protection des valeurs qui sont le socle de notre République, la liberté d'expression, le pluralisme des opinions, l'honnêteté de l'information, la protection des mineurs, la représentation de la diversité des Français dans leur globalité, l'accès à la culture pour tous, et puis bien sûr la création, sans oublier l'exception culturelle française. En effet, par le biais de mon expérience, j'ai pu mesurer les évolutions, voire les révolutions, je crois que le terme est juste, de l'accès aux médias et des messages qui y sont véhiculés. Je suis particulièrement attachée, comme vous vous en doutez sans mal, j'imagine, à la liberté de la presse et à sa défense, qui représente l'un des piliers de notre démocratie et que défend d'ailleurs la loi de 1986 sur les médias audiovisuels, en veillant à ce que les moyens existent, parce que c'est évidemment très important, pour que cette liberté et le pluralisme qui doit absolument lui être associé puissent s'exercer. Et quand je parle de pluralisme, c'est un pluralisme qui concerne tous les camps et pas l'un plutôt que l'autre. La régulation ne doit en aucun cas être une police de la pensée.
D'ailleurs, pour avoir sillonné de nombreuses dictatures, je vous en ai énuméré quelques-unes en début d'intervention, j'ai une allergie, pourrait-on dire, à la pensée unique en l'honneur de tous ceux qui se battent à travers le monde, de l'Iran au Nicaragua, et de tous ceux qui les soutiennent en Occident, pour faire éclore la liberté d'expression. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Victor Hugo, une formule de Victor Hugo, je trouve très jolie et très pertinente, qui dit « Sauvons la liberté sauve le reste ». Alors, j'ai perdu certains de mes amis journalistes très proches qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, d'autres amis confrères qui ont été pris en otage, mais c'est des dangers que l'on accepte d'affronter quand on est grand reporter au nom de la nécessité de dire l'histoire, souvent avec un grand H, pour informer nos concitoyens en fait des grands enjeux de notre époque. Et on dit souvent que qui détient le savoir détient le pouvoir. Encore faut-il partager le savoir honnêtement pour que le pouvoir s'exerce démocratiquement. Alors à ce sujet, mon expérience sur le terrain, y compris donc dans les terrains de guerre, a façonné mon exigence de vérification et de recoupement de l'information et des sources qui nécessitent justement le respect du pluralisme pour entendre les différents acteurs et ne jamais se satisfaire d'une seule version. Savoir écouter dans une démarche dialectique me paraît d'ailleurs particulièrement approprié pour œuvrer efficacement au sein d'un collège, en l'occurrence celui de l'ARCOM, si encore une fois vous en décidez ainsi. Cette mission et cette méthode de travail me paraissent d'autant plus importantes dans cette période de défiance vis-à-vis des médias. Durant les états généraux de l'information, on a pu ainsi mesurer ce qu'on appelle la fatigue informationnelle, et puis aussi le taux d'abstention parfois record lors d'élections. Évidemment, ce dernier sujet doit être l'une de vos préoccupations en tant qu'élu, et nos efforts doivent converger pour rétablir une confiance qui devrait rapprocher notamment les citoyens des urnes. Alors dans ce paysage, bien sûr, il ne faut pas oublier les radios et le rôle qu'elles jouent, d'autant que 40 millions de nos concitoyens les écoutent chaque jour et justement leur font majoritairement confiance. Il y a bien sûr désormais le DAB+, qui ne doit pas être vu aux antipodes des radios locales et associatives de nos territoires, mais au contraire, à terme, un moyen facilitateur de leur diffusion, un des poumons d'expression de la diversité des regards et de la diversité culturelle, avec notamment les quotas des chansons françaises et francophones. Par ailleurs, durant la période où j'étais en poste à Londres, au moment du Brexit, et à Washington, durant le premier mandat de Donald Trump, j'ai pu mesurer l'impact de l'explosion des réseaux sociaux, dont on parle tellement maintenant, et qui, pour certains, ont remplacé les médias traditionnels comme source parfois unique d'information. Et j'ai pu ainsi observer l'implication et le rôle des médias dans la sphère démocratique, politique, sociale et éducative des deux côtés de l'Atlantique. Et ici, je voudrais vraiment insister sur un fléau qui existe pas seulement des deux côtés de l'océan, mais partout dans le monde, si on parle d'aspect éducatif, qui est l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Chaque mois, il y a 2 300 000 jeunes en France qui fréquentent ces sites, et ce phénomène ne cesse de progresser. L'ARCOM s'est saisi de ce problème, notamment par le biais de la loi SREN votée l'année dernière, qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique. Et je pense que cette mission est absolument fondamentale, car ces images qui sont souvent dégradantes, notamment pour les femmes, ont forcément, surtout à haute dose, une influence sur les relations sociales, personnelles et affectives que les mineurs d'aujourd'hui auront dans leur vie d'adultes de demain. J'ajoute que mon expérience professionnelle m'a aussi permis de travailler sur les manipulations, les fake news, les deepfakes, l'intelligence artificielle et les ingérences qui sont évidemment exponentielles sur les réseaux sociaux et se retrouvent aussi parfois dans les médias grand public. Un phénomène qui risque d'aller s'amplifiant à l'approche des nombreuses élections que va connaître notre pays, municipales, législatives, présidentielles. Je vous laisse les mettre dans l'ordre chronologique que vous voulez. Mais on peut mesurer concrètement l'ampleur de ce danger qui pèse sur nos démocraties avec un seul exemple, mais évidemment ils sont très nombreux, c'est la Roumanie, nation de l'Union européenne, où l'élection présidentielle a été annulée à cause d'ingérences opérées par le recours d'algorithmes permettant de mettre en avant, principalement sur TikTok, un candidat qu'on considérait surgi de nulle part. Alors chacun, évidemment, est libre de juger s'il fallait ou non annuler cette élection présidentielle, mais cela illustre, je trouve, parfaitement les défis cruciaux auxquels nous sommes confrontés.
Et de ce point de vue, d'ailleurs, la création de Viginum, chargée de lutter contre les ingérences étrangères, était sans doute un instrument indispensable. On voit donc que ce combat doit se mener bien au-delà de nos frontières, et à ce sujet, la désignation de l'ARCOM comme coordinateur national de la mise en œuvre du règlement européen des services numériques me paraît fondamentale. Alors, concernant l'intelligence artificielle, à laquelle j'ai fait allusion et dont il a été beaucoup question ces 2 derniers jours à Paris avec le sommet, eh bien évidemment, je vois 4 enjeux spécifiques pour l'ARCOM. Donc, il faut absolument aller, que ce soit à l'échelon européen. La régulation, si elle est bien sûr indispensable, n'empêche en rien, évidemment, l'innovation. Je pense que ce serait un contresens complet de le voir comme ça. Et il faut, comme dans les autres champs, être vigilant sur le volet culturel et bien sûr les droits d'auteur, et puis aussi se pencher sur l'usage frugal de l'intelligence artificielle. Je pense donc que mon regard de journaliste, ayant par ailleurs fait presque toute sa carrière dans le privé, et ma capacité à travailler en équipe en recherchant le consensus pourront être utiles à l'ARCOM, ainsi que ma force de travail qui me permettra sûrement de mieux me familiariser avec les arcanes du droit français et européen, ainsi que tous les sigles et les acronymes. Mais après tout, à une époque, j'ai bien appris tous les noms et les tendances politiques des milices afghanes, donc je pense que finalement, je devrais y arriver. Alors, il y a donc énormément de travail passionnant qui s'annonce, sûrement parfois aussi assez sportif. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher, car il faut s'attendre en effet à des attaques en règle de la part d'Elon Musk et de ses alter-ego pour essayer de réduire les règles et les défenses de notre bon vieux continent. D'ailleurs, le vice-président américain J.D. Vance, hier, a refusé, avec le Britannique d'ailleurs, de signer la déclaration finale du sommet de Paris sur l'intelligence artificielle. Il faudra donc, comme disent les militaires, être ferme sur nos appuis. Enfin, sachez que je suis lauréate du prix Albert Londres et membre du jury depuis de nombreuses années. À ce titre, je suis d'ailleurs allée régulièrement dans les écoles en France ou à l'étranger pour parler de l'éducation aux médias qui doit se faire dès le plus jeune âge, si possible. Alors, en conclusion, je vous dirais qu'Albert Londres, comme Joseph Kessel, sont des noms qui sont restés synonymes d'exigence et de résistance à toutes les pressions. Je pense que ce sont des qualités attendues à l'ARCOM, que je rejoindrai, si vous en décidez ainsi, avec joie et enthousiasme, sans oublier, bien sûr, la défense de la langue française. Merci de votre attention et je suis bien sûr toute disposée à répondre à vos questions, même si d'habitude, c'est plutôt moi qui les pose les questions. Vous allez voir ce que c'est que de répondre à des questions, du coup. Je vais voir si c'est si Allez, facile que ça. on va commencer par celle de Cédric Vial. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour Madame. Je vais essayer, moi, de vous interroger. Vous avez un profil qui est très intéressant parmi le panel des membres de l'ARCOM. Je voulais vous poser plusieurs questions liées à ce profil, votre profil notamment de journaliste. Le premier concerne la notion de pluralisme. Vous attendiez à cette question, j'imagine. Vous savez que le Conseil d'État, dans sa décision oui, concernant le pluralisme, a conduit l'ARCOM à modifier sa doctrine. Je voulais vous puissiez peut-être expliquer un petit peu quelle était votre vision, à la fois cette décision du Conseil d'État ou cette vision du pluralisme, et peut-être en zoomant un petit peu sur la question des chaînes info. L'ARCOM a pris la décision de créer un bloc de chaînes d'information avec un certain nombre de conséquences sur les unes ou sur les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça veut dire qu'elles peuvent rester dans cette situation? Est-ce que ça va les conduire à se différencier et donc à prendre des voies ou des moyens différents? Et là encore, est-ce que, avec votre regard de journaliste, comment vous voyez ce bloc de chaînes info? On hésite parfois à les qualifier de chaînes d'information, de chaînes de débat ou parfois de chaînes d'opinion. Quel est votre avis sur cette question? Et puis vous avez beaucoup parlé de liberté et de liberté d'expression. On y est tous sensibles ici, en citant Victor Hugo, qui était un illustre sénateur. Victor Hugo disait aussi que tout bruit écouté longtemps devient une voix. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que c'est un des rôles de l'ARCOM de faire en sorte que ça ne reste pas du bruit, mais que ça devienne une voix.
il a dit aussi, sénateur, montrez que vous êtes nécessaire à un moment donné. Et c'est ce qu'a souhaité faire le président Laurent Lafont en déposant une proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public, puisqu'on pense que cette réforme est nécessaire et que nous sommes sénateurs, et que nous apprécions Victor Hugo, donc nous l'écoutons. Quelle est votre vision sur un regroupement ou en tout cas une mutualisation des services de l'audiovisuel public? Et est-ce que votre expérience en Grande-Bretagne notamment peut vous apporter un éclairage particulier, positif ou négatif? Est-ce que vous avez des alertes à nous donner ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne voie? Et peut-être globalement, comment votre approche internationale peut teinter peut-être votre regard différemment au sein de l'Arcom? Je pense notamment aux enjeux du numérique ou aux enjeux de la télévision. Voilà, je n'ai pas plus de questions. Je vais laisser après mes collègues vous en poser d'autres, mais je serais curieux de vous entendre. Je vais vous laisser répondre. D'accord. Cette première série de questions. Alors, oui, monsieur le rapporteur, sur la notion du pluralisme, il a été... Ah, pardon. C'était bon? Oui. Il a été décidé, notamment, justement, notamment dans les périodes électorales, que ne serait plus pris en compte uniquement le temps de parole des personnalités politiques, mais également des éditorialistes et des autres intervenants, de manière à élargir justement l'étude de ce pluralisme, qui sera vérifié sur les chaînes d'information tous les mois et sur les chaînes généralistes tous les 3 mois. Donc je pense qu'effectivement, c'est une décision qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'est le pluralisme. Mais vous avez compris, je pense, de par mon intervention, que c'était une notion, vraiment un aspect auquel je suis particulièrement attachée, parce que à travers le monde, pas seulement d'ailleurs dans le monde anglo-saxon, mais j'ai vu à quel point c'était fondamental si on veut vraiment parler de démocratie. Parce qu'évidemment, quand vous dites d'ailleurs un bruit qui finit par être une voix, c'est exactement ce genre de choses. C'est-à-dire si c'est un bruit univoque, ça devient une voix, mais on en oublie les autres. Et à ce moment-là, quand on n'a pas le contrepoids de ce qui est dit, évidemment, c'est absolument pas dialectique et ça ne permet pas de se forger une opinion en ayant les différents éléments entre les mains et à l'esprit. Donc je pense que le pluralisme, effectivement, est un sujet absolument fondamental du travail de l'Arcom et en tant que pilier de la démocratie. Alors évidemment, les sénateurs sont nécessaires, hein, je vous le confirme, je n'allais pas vous dire le contraire. Ça aurait été un tout petit peu malvenu. Mais hormis ça, bien sûr, encore une fois, de par mon expérience dans des pays où malheureusement il n'y a pas de représentation du peuple, où ce sont des dictatures, c'est là où on mesure effectivement à quel point la représentation populaire est absolument fondamentale, même si parfois il peut y avoir des critiques. Mais c'est parce que déjà c'est vous qui votez les lois, et en l'occurrence l'Arcom après applique les lois que vous votez avec vos collègues députés. Donc, effectivement, c'est un travail d'ailleurs qui doit se faire en bonne compréhension, j'imagine, dans un échange qui permet à chacun de progresser sur les défenses ou les décisions qu'il faut prendre. Concernant la mutualisation de l'audiovisuel public, évidemment, c'est un sujet qui parfois fait un peu frissonner parce qu'on a l'impression que ça va être un gros bloc monolithique. En l'occurrence, si ça permet une mutualisation des moyens, mais tout en gardant évidemment des voix qui peuvent être différentes, encore une fois, en reprenant ce que vous disiez sur le bruit qui ne doit pas devenir une voix, et en conservant aussi, je pense, tout ce qui est l'audiovisuel français sur l'international. Parce que j'ai, encore une fois, grâce à ma très longue expérience, j'ai remarqué d'ailleurs que très souvent les Français ont un peu tendance, on dit souvent qu'ils sont arrogants, mais moi j'ai constaté qu'ils ont aussi souvent un petit complexe d'infériorité, parce qu'ils ont l'impression que le rayonnement de la France, l'influence de la France, etc., tout ça, ça appartient au passé. En fait, franchement, c'est pas vrai dans beaucoup de régions du monde où les gens sont encore très attachés à la langue française et puis surtout à ce qui exprime la France et ses grands principes, notamment justement la démocratie, la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc ça, je pense que c'est vraiment un aspect justement de l'audiovisuel public
qu'il faut... Pardon ? Oui, qu'on peut mettre dans la holding si nécessaire, mais évidemment en gardant, enfin ce que je disais, en gardant des spécificités, que ce ne soit pas un gros bloc monolithique. L'exemple du monde anglo-saxon, c'est très paradoxal. Parce que d'un côté, ils ont toujours un peu la prétention, nos confrères anglo-saxons, d'expliquer qu'ils sont la presse la plus libre, celle qui a le moins de déférence justement vis-à-vis du pouvoir, qui ose poser. En Grande-Bretagne, il y a un film très célèbre où il y a un journaliste qui pose 14 fois la même question à un homme politique. Je me souviens plus qui c'était, mais parce qu'il ne répondait pas. Mais en réalité, le danger aussi, maintenant, je pense qu'il guette beaucoup quand même les médias, surtout américains, c'est d'être devenus des médias extrêmement militants. C'est-à-dire que quand vous écoutez Fox News, quand vous regardez Fox News, vous avez la voix républicaine, enfin républicaine au sens américain du terme, hein, bien sûr, et trumpiste. Si vous regardez CNN, vous entendez la voix uniquement des démocrates. Et c'est quand même un danger à terme, parce que quand on voit justement que les gens s'isolent de plus en plus dans des bulles informationnelles, notamment à travers les réseaux sociaux, où avec les algorithmes, en fait, on vous soumet des sujets qui vont dans le sens de ce que vous avez consulté précédemment, c'est quand même un paramètre à prendre en compte pour qu'on garde justement dans l'espace informationnel et médiatique une pluralité, et donc un pluralisme qui permette d'éviter cet enfermement dans un univers unique où finalement on n'a que la confirmation de ce qu'on pense être la vérité. Donc ça s'est beaucoup développé chez les anglo-saxons, et je pense que c'est un danger auquel il faut essayer d'échapper, oui. Et bien sûr, il faut des moyens pérennes, hein, notamment financiers, pour que les médias, notamment le service public, puissent continuer à faire son métier librement, et une vision à terme de ce qui sera en son pouvoir et en sa possession. On prend une autre série de questions, ce sera les dernières. Du reste, en commençant par celle de Sylvie Robert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour vos propos et la présentation de votre parcours et je dirais des valeurs que vous portez en tant que journaliste, dû aussi à votre grande expérience. On a beaucoup parlé cette semaine d'intelligence artificielle avec le sommet de l'IA en France. À l'automne dernier, l'ARCOM a publié un rapport passionnant sur l'intelligence artificielle qui abordait notamment la question des médias dits synthétiques. Dans une récente enquête, nous avons appris que 1000 médias synthétiques générés en français existeraient. Et face à cette question-là, la PIG et plusieurs journaux ont réagi en déposant une assignation pour contrefaçon auprès du tribunal judiciaire de Paris contre un de ces médias génériques. Alors, ma question est assez simple. Comment pensez-vous ou envisageriez-vous la régulation de ces médias ? Faut-il faire évoluer le cadre réglementaire ? Vous avez parlé, et je m'en félicite, de la protection des droits d'auteur, des droits des éditeurs et bien sûr droits voisins des journalistes. Et question subsidiaire, est-ce que vous pensez que le droit d'auteur a bien été traité dans le cadre de ce sommet pour l'IA et que l'équilibre entre stimulation de l'innovation, vous en avez parlé, et respect de ce principe cardinal ait été trouvé? Ma deuxième question, mais vous l'avez également abordée, j'ai assisté avec vraiment grand intérêt à une mission d'enquête sur les ingérences étrangères, influences étrangères, et on voit, pour avoir repris David Colomb dans son livre « La guerre de l'information », que les médias traditionnels et les réseaux sociaux sont devenus vraiment des instruments de premier plan mobilisés par des États ou des groupes non étatiques pour mener leurs combats, et je dirais des combats même idéologiques. Donc la guerre informationnelle est là, elle prend différentes formes. Comment envisageriez-vous, là aussi, la lutte contre ces ingérences étrangères en matière d'information? Et comment l'ARCOM, à votre avis, pourrait-elle renforcer l'efficacité et la rapidité de son action afin surtout de nous prémunir contre ces attaques malveillantes et qui deviennent vraiment très dangereuses aujourd'hui? Je vous remercie.
Michel Laugier. Merci, Monsieur le Président. Madame, tout d'abord, félicitations pour votre carrière longue et belle. Merci. Vous avez connu la haute autorité, le CSA, l'ARCOM, au cours de votre carrière professionnelle. J'aimerais savoir aujourd'hui quels sont les reproches que vous pouvez faire au fonctionnement actuel de l'ARCOM. Ça, c'est ma première question. La deuxième, face à l'évolution de l'écosystème médiatique, aussi bien au niveau national qu'international, quelle serait, selon vous, la priorité de l'ARCOM dans les mois à venir? Et parler aussi des fake news qui prolifèrent, notamment sur les réseaux sociaux. Quel rôle peut tenir l'ARCOM dans l'éducation aux médias auprès des plus jeunes? Merci. Michel Savin. Merci, Président. Madame, je m'associe bien sûr aux propos de Michel Laugier par rapport à la carrière qui est la vôtre et l'expérience qui est la vôtre. Au niveau du Sénat, nous avons, avec le président Lafont et un certain nombre de nos collègues, mené une mission d'information il y a quelques mois sur la financiarisation du football en France et sur l'évolution de son système. Dans nos recommandations, plusieurs concernent un phénomène qui aujourd'hui pénalise fortement le monde du sport, c'est le piratage. Le manque à gagner aujourd'hui s'élève à près de 300 millions d'euros dans le secteur du sport. Une étude de la Ligue de football professionnel a révélé que plus de 55% des téléspectateurs ont regardé le dernier classique au MPSG de façon illicite. Aujourd'hui même, DAZN, qui est le distributeur, menace de remettre en cause son contrat auprès de la Ligue de football professionnel. La même Ligue qui a convoqué aujourd'hui même un conseil d'administration d'urgence devant cette situation. Donc ma question va concerner une de nos recommandations. Madame, pensez-vous avoir les moyens au niveau de l'ARCOM de permettre un traitement en temps réel des adresses IP à bloquer, en interne bien sûr au niveau de l'ARCOM, ou comme nous le proposons à l'issue de nos travaux, par des agents habilités et assermentés éventuellement externes à l'ARCOM, mais sous contrôle pour la validation a priori et a posteriori des procédures et outils mis en œuvre. Il y a une question d'urgence et on voit bien qu'aujourd'hui l'ARCOM n'a pas les moyens nécessaires ou la possibilité de pouvoir répondre à cet enjeu économique qui aujourd'hui pénalise fortement le milieu du sport. Il n'y a plus de... Si, Annick Billon. Oui, merci Monsieur le Président. Merci à vous, Madame, pour vos propos liminaires et je vous félicite également pour votre parcours puisque vous nous avez fait un petit peu voyager dans cette présentation à la fois au reflet de la situation dans le monde et qui montre la gravité. Je voulais juste revenir très rapidement sur les fake news et donc les moyens qu'on peut avoir pour les combattre. Avec la délégation aux droits des femmes aussi, deux sujets. Nous avons travaillé sur l'industrie de la pornographie il y a quelque temps. Nous étions les premiers à faire un rapport pendant 6 mois sur cette industrie avec des propositions qui ont été, pour certaines, reprises dans la loi Sren. Donc évidemment, nous partageons votre volonté sur ce sujet. Revenir juste sur les fake news. Aujourd'hui, un certain nombre de réseaux sociaux suppriment les modérateurs et du coup, finalement, la multiplication des fake news est exponentielle. Et lorsqu'on est nous-mêmes subis à ce type d'attaque, lorsqu'on nous dit qu'il faut faire un signalement du coup à Pharos, du coup on fait des signalements, mais lorsque vous êtes concerné par une vague qui atteint des dizaines de milliers de tweets, je ne vois pas du tout comment on peut lutter à armes égales contre ces réseaux sociaux qui sont désormais pour certains dépourvus de modérateurs. Je vous remercie. Et enfin, Catherine Morin-Desailly. Merci, Monsieur le Président. Je vais somme toute prolonger les questions qui viennent d'être posées dans la question de Sylvie Robert sur les médias qu'elle a qualifiés de synthétiques. On parle aussi aujourd'hui de médias algorithmiques. Très clairement, il apparaît dans le contexte actuel que la législation européenne
prend un peu de temps à se mettre en place pour avoir eu l'occasion d'auditionner l'ARCOM sur ce sujet. Les enquêtes, certes, se poursuivent, mais voilà, il y a une forme d'impatience du citoyen face au débordement des réseaux sociaux qui peuvent être extrêmement graves. Croyez-vous qu'on peut continuer à pousser une idée qui est apparue ici au Sénat, mais développée aux États généraux de l'information, qui serait de qualifier davantage ce que sont les médias algorithmiques par un statut dédié? C'est vrai ce n'est plus tout à fait des hébergeurs aujourd'hui, on le voit bien, mais ce ne sont pas non plus des éditeurs, à l'instar de ce que peuvent être les organismes de presse. Pensez-vous qu'il faille aller plus loin dans la définition d'un statut beaucoup plus responsabilisant directement? Quelques sujets, mais pas des plus simples. Non. Laissez y répondre. Vous avez 2 jours ou pas Bon, je vais essayer de répondre à tout. D'ailleurs, j'ai réalisé à ce sujet que j'ai oublié de vous répondre sur les chaînes d'infos, mais je le ferai. Alors, comme vos 2 questions, en fait, se rejoignent, Madame Robert et vous, Madame Morin-Desailly, je vais répondre déjà à ce sujet-là qui est absolument fondamental. Puisque, bien sûr, les médias algorithmiques, j'en parlais un peu dans mon introduction et j'en parlais aussi avec la question de Monsieur Vial, c'est précisément ce qui risque d'enfermer le public dans des informations, si on peut appeler ça des informations, totalement univoques. Donc je suis d'accord avec vous que non seulement il faut, je pense, pour dire ça de manière un peu familière, secouer l'Union européenne pour qu'on avance tous ensemble, parce que la France seule, malgré ses immenses qualités et sa volonté d'agir, sera forcément limitée dans son périmètre. D'autant que vous l'avez souligné, que ce soit Elon Musk ou Mark Zuckerberg, ils ont annoncé et fait déjà, concernant Elon Musk, supprimer ce qu'on appelle en anglais les fact-checkers, donc les vérificateurs. Et c'est évidemment, de ce point de vue-là, assez catastrophique parce que ça favorise exactement ce dont vous parliez toutes les deux, c'est-à-dire des univers complètement fermés qui empêchent les gens d'avoir accès à des informations, et on en revient encore à ce dont on parlait au tout début, pluralistes. Donc je pense qu'effectivement, il faut absolument... on me posait la question d'ailleurs de la priorité de l'ARCOM. Je pense que c'est absolument une des priorités de l'ARCOM, parce que là, on sort vraiment d'un monde qui n'était pas un monde de bisounours, mais on comprend qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, ça va être un combat extrêmement dur. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut non seulement que ce soit une priorité, mais qu'on responsabilise aussi beaucoup plus les propriétaires et les responsables de ces médias, entre guillemets, et évidemment envisager des sanctions si jamais rien n'était fait. Donc voilà. Concernant les ingérences étrangères qui finalement recoupent un peu ce sujet, j'en ai parlé trop rapidement, bien sûr, dans mon introduction, dans ma présentation, mais je voulais pas vous assommer avec un discours à la Fidel Castro qui dure 4 heures non plus. Mais je pense qu'effectivement, la création de Viginum, en tant que journaliste, moi, j'ai justement un peu vu ce qu'il faisait. Je pense que c'est un outil qui n'est peut-être pas suffisant, mais qui en tout cas était absolument nécessaire. Et surtout, je pense que c'est pas très joyeux peut-être, mais il faut garder maintenant à l'esprit systématiquement qu'en effet, il y aura des ingérences étrangères dans nos médias, dans nos réseaux sociaux, et qu'il faudra avoir une attention absolument sans faille à ce sujet, notamment aussi parce qu'on sait qu'il va y avoir des élections en France, et pas seulement en France. On va voir le résultat aussi des élections en Allemagne, là, le 23 février, et que bien évidemment, chacun va essayer, notamment évidemment côté russe, d'agir pour que ce soit des partis qui leur soient favorables, qui arrivent au pouvoir, ou qui en tout cas prennent plus de place dans l'espace politique de leur pays respectif. À noter d'ailleurs quelque chose d'assez paradoxal, c'est que Elon Musk maintenant soutient aussi les partis populistes et pro-russes en Europe. On a vu qu'il était notamment intervenu grâce à X pour amplifier la parole du parti AfD
Alternative für Deutschland, qui est donc un peu la droite de l'extrême droite, pour résumer. Donc, il y a évidemment ces interventions qui sont publiques, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtiles et donc beaucoup plus dangereuses parce qu'elles sont plus difficiles à déterminer. Alors, Monsieur Laugier, le reproche du fonctionnement de l'ARCOM. Bon, la priorité, j'ai dit ce qu'elle était, hein, je viens d'en parler. Le reproche, je ne sais pas, c'est qu'on peut toujours faire mieux. Sûrement. Donc voilà, c'est aussi sûrement. Alors je pense qu'on reproche aussi, et je le comprends parfaitement, à l'ARCOM le fait d'être trop lent. Mais c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que le temps de la presse, le temps de la justice et le temps de l'ARCOM ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, j'imagine que l'objectif, ce sera d'essayer de réduire toujours au minimum le temps entre, par exemple, une saisine. J'ai vu d'ailleurs que cette année, il y avait eu un record de saisine de l'ARCOM qui était à 112 241, si ma mémoire est bonne, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt dans les 40 ou 50 000. Mais ça dit deux choses. Une chose positive, c'est que l'ARCOM est entré vraiment dans le paysage public et que les particuliers aussi, les citoyens, s'en saisissent. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'il y a encore de plus en plus de sujets à traiter, mais qu'en effet, je pense qu'il faut absolument essayer de se débrouiller pour réduire le temps de réponse. Et vous pouvez compter sur mon énergie pour essayer d'accélérer les choses. Vous m'avez aussi demandé concernant les fake news, on l'a un peu abordé avec les questions précédentes. Évidemment, c'est parti. Moi, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, de la création d'un concept par Donald Trump qui a inventé ce qu'il a appelé la vérité alternative. Alors évidemment, vérité et alternative, c'est un peu contradictoire, mais c'est vrai que ça a beaucoup ouvert la voie aux fake news qui, en réalité, sont considérées par les gens qui sont enfermés dans cette bulle algorithmique dont on parlait tout à l'heure, qui en fait les renforcent dans leurs convictions. Donc c'est très difficile parce qu'une partie des gens vont vous dire que bien sûr, en fait, les fake news sont les vraies news et les autres, et c'est là où il faut effectivement être absolument en éveil en permanence, doivent intervenir pour prouver que ce sont des choses totalement fausses. Pour vous citer juste un exemple, aux États-Unis, au moment de... Vous me dites si je suis trop longue. Hein. Aux États-Unis, au moment de la première élection de Donald Trump, qui était donc opposé à Hillary Clinton, il y avait eu une fake news, une des premières et une des plus spectaculaires, qui disait qu'en fait, le pouvoir politique américain était contrôlé par une bande de pédophiles sanguinaires, en gros, et qu'il y avait d'ailleurs dans une pizzeria à Washington un meuble avec des grands tiroirs, et dans ces grands tiroirs, qu'y avait-il? Des enfants qui étaient là pour servir les délires sexuels des pédophiles dirigeant l'Amérique. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ne me croient pas, je vous jure que c'est vrai, et à telle enseigne qu'il y a un justicier qui est arrivé avec une arme et qui a voulu attaquer la pizzeria. Donc tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, il y a un côté drôle quand on le prend au 25e degré, mais qu'en réalité, pour nos démocraties, c'est quand même un sujet majeur. Alors, Monsieur Sabin, sur la financiarisation du football, effectivement, j'ai entendu que DAZN avait décidé de revoir son contrat et que le piratage, je suis absolument d'accord avec vous, que ce soit d'ailleurs pour le sport ou pour tous les autres sujets, c'est un sujet absolument majeur. Et aussi, si on me parle des priorités de l'ARCOM, je pense que c'en est une, parce que ça risque de complètement déséquilibrer effectivement le système financier et donc le système de fonctionnement. Et concernant le sport, qui a été une telle réussite avec les Jeux olympiques de l'été dernier, c'est évidemment un sujet qu'il faut vraiment prendre très au sérieux, parce que ça risque de complètement bouleverser l'équilibre qu'on a essayé de créer ces dernières années. Donc, bien évidemment, il faut s'y attacher. Alors, Madame Billon, voilà, évidemment, enfin, je vous vois plus, mais si je vous vois, ça y est. Évidemment, inutile de vous dire, puisque j'en ai parlé dans mon intervention, que je suis particulièrement sensible à ce que vous dites concernant l'accès des jeunes à la pornographie. Je pense que c'est
un fléau, mais ça peut être absolument dévastateur. D'ailleurs, certaines études commencent à le prouver. Hein. Quand je parlais de ce qu'on met dans la tête de ces enfants, c'est tellement violent, tellement fort et ça représente un tel déséquilibre que ça peut devenir un sujet de société pour les adultes qu'ils seront demain. Donc là, je pense qu'effectivement, notamment le fait qu'ils soient obligés désormais de vérifier l'âge des personnes qui se pluguent, pour utiliser un mauvais français, je pense que s'ils ne le font pas maintenant, il faut vraiment qu'il y ait des sanctions, parce qu'on joue avec la santé mentale même de nos jeunes, et c'est évidemment prioritaire. Concernant les femmes, évidemment, j'irai dans le même sens que vous. C'est vrai que, notamment sur les chaînes d'infos, il y a de plus en plus de femmes expertes. Il faut rester vigilante sur un point quand même, c'est qu'il ne faut pas qu'elles soient les cautions du fait que comme il y a une femme, ça veut dire que justement on leur laisse la place. Il faut aussi surveiller le temps de parole qu'elles ont. Alors pas à la seconde près, hein, bien sûr, mais on constate encore quand même souvent que quand vous avez un expert homme et un expert femme, l'expert homme a plus de temps pour s'exprimer que l'experte, donc femme, puisque c'est experte. Mais c'est vrai qu'un grand pas en avant quand même a été fait de ce point de vue-là, et que vous pouvez être sûr que c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur, parce que, dernière anecdote, et après j'arrête de parler, quand je suis arrivée au service étranger, donc grand reportage de TF1, alors c'était effectivement il y a quelques décennies, il y a un des chefs du service, dont je tairai le nom par charité, qui m'avait dit ouais, enfin tu sais, une voix de femme sur des images de guerre, ça décrédibilise complètement le sujet, hein. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est parti de loin, que maintenant on est arrivé quand même au fait que d'ailleurs la majorité des reporters de guerre maintenant sont des femmes, mais il y a toujours des champs qui restent à défricher, et il ne faut pas lâcher. Merci.